Il part sans oublier le mouchoir, bien sûr. Une fois arrivé à bon port, il descend à l'hôtel, précisé, dans la Calle Santo Cristo. Dès qu'il met le pied dans la rue, M. Dubreuil se dit qu'on l'observe. Alors dites, il déambule, se sentant un peu ridicule devant l'hôtel, le mouchoir à la main. Personne ne vient vers lui. Le lendemain, il recommence. Mais là encore, personne ne vient. Ce n'est que le 3e jour qu'un inconnu, parlant correctement français, l'aborde. « Je me nomme Manolo Pujol. Je suis le beau-frère du gardien de la prison à qui vous avez adressé le télégramme. Nous allons organiser votre rencontre avec Salvador de Monsalva. » Et dès le lendemain, un rendez-vous est pris pour aller au palais de justice et y obtenir un permis de communiquer. Enfin, les choses se précisent un peu. Et c'est ainsi que le lendemain à 9 h, heure très matinale pour les Espagnols, M. Dubreuil se trouve devant le palais de justice de Barcelone, qui est encore à peu près désert. Pujol arrive, et les voilà en train de parcourir les couloirs, quand d'une porte surgit un monsieur très bien mis. Pujol se précipite vers lui en s'écriant « Quelle chance de vous trouver ici !» et présente cette personne comme étant le juge d'instruction chargé de l'affaire Monsalva. Mais le juge, contrairement à ce qu'on attend de lui, se montre très peu coopératif. « Mais il n'est absolument pas question de fournir un permis de visite pour le sieur Monsalva, dit-il à Dubreuil. Vous n'êtes pas de sa famille. Et ce monsieur est soupçonné d'avoir dissimulé une importante somme d'argent réclamée par ses créanciers. Il doit demeurer au plus absolu secret. Monsieur, j'ai bien l'honneur. » Et le juge d'instruction tourne les talons sans permettre le moindre commentaire. Manolo Pujol semble bien ennuyé. Soudain, pris d'une inspiration, il propose d'aller rendre visite à Margarita, la fille de Monsalva, qui est pour l'instant confiée aux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Et voilà M. Dubreuil en route pour le couvent. Il faut rendre visite à Margarita, explique Pujol dans le taxi, car elle doit absolument vous accompagner en France pour retirer la malle au trésor de la consigne et vous remettre personnellement les 600 000 francs qui représentent votre récompense et vos dédommagements. Ah, M. Monsalva me charge de vous dire qu'il consent à vous gratifier du chèque de 90 000 francs. C'est pour vous remercier d'être venu jusqu'ici. Il est bien aimable, fait Dubreuil. Arrivé au couvent, Pujol, après avoir sonné, échange quelques mots à voix basse, comme il convient, avec la sœur Tourière, qui hoche la tête négativement d'un air navré. Il revient vers Dubreuil pour expliquer un nouveau contretemps. La jeune fille ne peut recevoir personne car elle souffre actuellement de la scarlatine. Elle doit rester isolée. Mais ne vous inquiétez pas, continue Manolo. Après ces mauvaises nouvelles, Monsalva vous fera certainement confiance et il va se débrouiller pour qu'on vous confie directement le bulletin de consigne et le chèque de 90 000 francs. Tout va s'arranger. M. Dubreuil le croit d'autant plus volontiers qu'il n'a rien déboursé jusqu'à présent, à part les frais du voyage. Le lendemain, après quelques péripéties supplémentaires, quelques rendez-vous annulés, il finit par échanger ses 26 000 francs en bons billets français contre le chèque de 90 000 francs payable sur une banque de Lyon et contre le bulletin de consigne qui, par chance, provient lui aussi de la gare de Lyon-Perrache. Pujol, en lui remettant le tout, le remercie chaleureusement. Monsalva ne sait comment vous exprimer sa reconnaissance et il espère que tout va bien se passer. Mais il n'y a aucune raison. Merci encore. Dès que vous aurez pris possession de l'argent qui se trouve dans la malle, prélevez les 600 000 francs qui vous reviennent et mettez le reste à l'abri. Dès qu'il sera libre, Monsalva viendra les récupérer. Il sait qu'il peut vous faire confiance. M. Dubreuil prend le premier avion pour Lyon et le cœur battant se rend à la gare de Lyon-Perrache. Là, on lui révèle que le bulletin de bagages est un faux et qu'il n'y a jamais eu de malle à double fond. Il se précipite à la banque pour y toucher son chèque de 90 000 francs, mais là aussi, on lui apprend que ce document ne correspond à aucun dépôt. Pour le consoler, l'employé de banque qui suit l'affaire lui dit à moitié ironique « Mon pauvre monsieur, je suis chargé de recevoir toutes les personnes dans votre cas. Vous êtes déjà la 200e. Vous êtes fait escroquer par cette affaire de faux trésors. » Quand il regagne Montauban, M. Dubreuil, piteux, trouve sa femme qui, par charité,
veut bien ne lui faire aucun commentaire, mais qui lui tend une nouvelle lettre en provenance de Barcelone. « Tiens, voilà encore des nouvelles de ton banquier. » La lettre, plus laconique que les précédentes, dit « Monsieur, merci d'avoir bien voulu, avec vos 26 000 francs, concourir au bénéfice de notre petite entreprise. Comment avez-vous pu être assez naïf pour vous laisser prendre dans notre belle histoire? Admettez cependant qu'elle est bien montée. » Cette lettre, adressée également aux 200 autres victimes, est pour les auteurs de l'escroquerie ce qu'ils appellent l'estocade de la mort. Remarquez, on parvient parfois à arrêter les auteurs de ce gigantesque canular, et l'on s'aperçoit qu'il s'agit de petites bandes, bien organisées, des sortes de syndicats, qui au fil des années, selon les nouveautés de la politique et de l'actualité, remettent au goût du jour les lettres qu'ils expédient. Ces lettres ne sont d'ailleurs, si l'on y regarde à deux fois, pas manuscrites, mais photocopiées. Le rendement, d'après les aveux d'un ancien spécialiste de ce genre d'escroquerie, est d'environ 20 victimes piégées pour 1000 lettres expédiées. Et comble d'ironie, Vidocq, le célèbre policier de l'époque napoléonienne, décrit déjà dans ses mémoires cette arnaque, une des plus classiques, connue depuis 150 ans sous le nom de « lettre de Jérusalem ».